J'ouvre le second débat de ce sens public consacré à la crise de l'industrie automobile en France et en Europe. Les voitures électriques chinoises déferlent, les usines françaises se mettent au chômage technique. L'Union européenne est attendue au tournant pour défendre un acteur majeur de notre industrie et donc de notre souveraineté. Cécile Cixous. Dans cette usine de production Stellantis à Poissy, depuis le 13 octobre, c'est le calme plat. Aucune voiture ne sort des chaînes de production et la plupart des salariés, 2000 en temps normal, ont été mis au chômage technique. Ils ne sont que 300 à pointer le matin. 3 semaines de ralenti liées à une baisse des ventes, selon la direction. Une explication pas convaincante pour les salariés. Un prétexte officiel, c'est la baisse des ventes de l'Opel Mokka que nous fabriquons aujourd'hui. Et en fait, quand on regarde, l'Opel Mokka ne baisse pas, en tout cas pas autant pour mettre au chômage des milliers et des milliers de travailleurs. Stellantis a mis plusieurs usines à l'arrêt. Elle n'est pas la seule entreprise automobile en panne. Renault, l'autre géant des voitures français, réfléchit à supprimer des postes, 3000 au total. Le marché automobile français traverse une crise. Ses ventes ont baissé de 20% depuis la crise Covid et 800 000 emplois sont menacés. L'une des raisons de ce ralentissement est le passage à l'électrique qui s'est fait à marche forcée selon ce spécialiste. Ce choix politique de vouloir interdire les voitures à motorisation thermique en 2035. On a forcé le pas sur une transition écologique, là où elle aurait dû fixer un objectif et laisser les industriels, voire les consommateurs, décider du choix qui était le plus opportun pour atteindre cet objectif collectif. Car les industriels français sont en retard sur ce marché et sont concurrencés par les Chinois, bien plus avancés technologiquement. Quant aux consommateurs, ils sont déstabilisés dans leur choix et préfèrent attendre avant de changer de voiture. Les gens attendent avant de renouveler leur véhicule. Est-ce que je dois acheter un hybride, un électrique? Est-ce que je peux continuer ou est-ce que je vais racheter un véhicule thermique d'occasion? Donc ce choix-là a terriblement désorienté le marché et ralenti le marché automobile. Mais à force d'attendre, les Français sont bien obligés de changer leurs voitures vieillissantes. Et ces 3 derniers mois, les ventes semblent repartir à la hausse. Et on se demande si les marques françaises peuvent disparaître avec nos invités. Daniel Attias, bonsoir, bienvenue. Vous êtes économiste, professeur émérite à Centrale Supélec, Université Paris-Saclay. Vous publiez livre en anglais, La Révolution automobile, The Automobile Revolution chez Springer. Erwan Benezet, bonsoir, et bienvenue. Vous êtes journaliste au service économie du Parisien aujourd'hui en France et vous publiez Le Grand Bazar de l'énergie. C'est chez Artaud. Et Louis-Samuel Pilser, bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Maître de conférence à Sciences Po, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, auteur de Souveraineté économique, analyse et stratégie aux éditions Economica, et Mickaël Darmon, évidemment, est resté à mes côtés, éditorialiste pour Sens Public. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats en flashant ce QR code, poser vos questions à nos invités sur ce thème de l'industrie automobile, comment la protéger, notamment de l'offensive chinoise. Voilà l'une des questions posées dans ce débat, avec, on l'a dit en toute fin du sujet de Cécile Cixous, il y a des chiffres, je disais ça chez nos confrères des Échos ce matin, sur les 3 derniers mois qui sont un peu plus optimistes avec des ventes de voitures neuves. C'est tiré plutôt par l'hybride et l'électrique qui repartent à la hausse. Est-ce que ça veut dire que cette crise, pour vous, elle est conjoncturelle, Daniel Attias? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Je la pense conjoncturelle. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans un cycle de longue durée, d'une véritable révolution automobile, c'est le terme que j'emploie. Oui. Depuis 10 ans, en gros, 10-15 ans, on vit une révolution technologique, industrielle, véritablement sociétale, parce que conduire une voiture électrique, c'est un autre mode, un autre usage pour les personnes qui vont en être les usagers directs. Et je pense que ces grands cycles économiques traversent des soubresauts. Voilà, c'est parfois un peu erratique. C'est un changement quand même complet de paradigme, donc c'est pas rien. Donc c'est une révolution structurelle, mais la crise qui touche notamment les marques françaises, vous dites qu'elle est conjoncturelle. Elle est conjoncturelle. Alors elle peut être avec des degrés de gravité qui peuvent être plus ou moins importants. Là, on traverse un moment un peu sérieux, un peu complexe, qui n'est pas facile.
Mais bon, moi, je suis assez confiante. Bon, on va voir si tous nos invités le sont également, avec quand même ce chiffre qui, moi, me rend un peu moins optimiste. Oui. Si on regarde un peu plus dans la durée, comparatif 2019-2025, c'est quand même 3 millions de voitures en moins achetées en Europe sur le comparatif à 5-6 ans d'écart. Erwan Benezet, alors est-ce que c'est pour vous, ce chiffre-là, le syndrome d'une crise plus structurelle? Je reprends ma comparaison. Je serais effectivement, je partagerais plutôt votre, en tout cas, optimisme, ou en tout cas le fait de faire attention à ce qui est en train de se passer, parce qu'elle s'inscrit dans le temps. C'est une vague de fond et qui est la conjonction de plusieurs contraintes extrêmement fortes, une contrainte sociale, d'abord sur la production et les salariés qui sont derrière. Il y avait ce chiffre de 800 000, c'est 200 000 effectivement, emplois à temps plein directs. Et ensuite, il y a toute la sous-traitance et tous les emplois indirects. Donc c'est quand même, en Allemagne, c'est 10% des salariés qui dépendent de l'industrie automobile. En France, c'est un petit peu moins, mais c'est quand même un secteur industriel très pourvoyeur d'emplois. Vous avez la géopolitique, on y reviendra, mais les droits de douane ont pesé lourdement. Vous avez les semi-conducteurs, les terres rares, voilà, on va en reparler. Puis vous faites tous les chapitres, c'est parfait. Écoutez, le climat géopolitique, ce sera un chapitre, les métaux rares, ce sera un chapitre. Et le dernier point, the last but not least, c'est l'environnement. Et donc, il y a les contraintes environnementales qui pèsent lourdement et qui sont à l'origine de cette 2035, le basculement, pour l'instant en tout cas, c'est la date qui est retenue, des ventes de voitures thermiques vers l'obligation de vente de voitures 100% électriques. Ce défi qui a été lancé finalement aux constructeurs européens par l'Union européenne en disant c'est 2035 et ce sera fini, on ne pourra plus vendre de voitures neuves thermiques à ce moment-là. Un défi considérable, mais si on s'y prenait suffisamment à l'avance, on avait la possibilité quand même de mettre en place tout ce qu'il fallait en termes notamment de formation, d'emploi et de technologie, de recherche en développement. Et là, on est en train un petit peu de tenter de reculer. Il y a un peu de rétropédalage, effectivement, et on questionnera aussi la responsabilité, les choix des institutions européennes. On a commencé à l'évoquer, Louis-Samuel Pilser, avec Erwan Benezet, mais dans une France qui se désindustrialise, que pèse l'industrie auto? Est-ce que c'est l'une de nos dernières grandes industries, un fleuron de notre industrie? Qu'est-ce qu'on peut en dire? L'industrie automobile, c'est 350 000 emplois au total, donc c'est énorme. C'est 10%, enfin 7%, je crois, de la valeur ajoutée manufacturière. Donc c'est globalement quasiment un dixième de ce que produit la France en termes industriels. Donc l'effondrement de l'industrie automobile, c'est extrêmement grave. Quand on discute du caractère conjoncturel ou structurel de cette crise, je pense qu'il faut souligner que quand une usine ferme, elle ferme. On perd les savoir-faire, les gens sont au chômage. Et donc là, les dizaines de plans sociaux qu'on a vus ces derniers mois, je pense que c'est extrêmement grave. Enfin, elle ferme et l'écosystème autour subit, c'est-à-dire les sous-traitants, etc., etc. On perd le savoir-faire, le territoire se meurt, enfin, c'est extrêmement grave. Et donc aujourd'hui, les estimations de la filière, c'est qu'on pourra avoir d'ici 3 ans environ 50 000 emplois supprimés sur la filière, si on suit cette pente. Donc c'est peut-être conjoncturel. Enfin, il y a peut-être une voie pour reconstruire une filière dynamique autour de l'électrique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on ne change pas de méthode, si on ne prend pas la mesure de l'enjeu, on court vers la catastrophe. Est-ce que c'est vrai, Daniel Attias, qu'il faut moins de salariés, d'ouvriers spécialisés, etc., pour construire une voiture électrique qu'une voiture thermique? Ça, c'est vrai. Ah, ça, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, les chiffres sont très clairs. En gros, pour produire une voiture thermique, on considère qu'il faut 5 jours ouvrés. Pour une voiture électrique, c'est 3 jours. Donc on a réellement une réduction de fait du coût salarial. On a aussi une réduction en termes de coût d'assemblage, etc., parce que ça coûte beaucoup moins cher. Donc globalement, une voiture électrique devrait, dans la chaîne de valeur de l'industrie automobile, coûter moins cher, donc se vendre moins cher. C'est pas ce qui se passe. C'est pas tout à fait ce qui se passe, tout à fait. Et là, on pourra discuter de la répartition entre les revenus issus du capital et les revenus issus du travail, qui ne sont pas tout à fait, évidemment, répartis de la même façon. Est-ce que, Erwan Benezet, les constructeurs français, mais peut-être aussi européens, ont vendu leurs voitures électriques trop cher pour essayer de compenser le choc de la mutation qu'on leur impose? Vous voyez ce que je veux dire? Sans doute. On le voit aujourd'hui dans les voitures électriques européennes et françaises, qu'on a voulu d'abord privilégier le haut de gamme. On a voulu montrer un petit peu tout le savoir-faire qu'on pouvait produire autour de la voiture électrique. C'était un petit peu une vitrine technologique, sauf que c'était un pari sans doute un peu trop à court terme.
qui ne répondaient pas à la demande, puisque vous disiez que les coûts de production étaient moindres. Le ratio 5 et 3 est tout à fait juste. Mais on a mis en place des voitures électriques qui ne répondent pas à cette demande, dont le prix moyen est plutôt autour de 25 000 euros, 30 000, 40 000 euros, alors qu'une voiture thermique aujourd'hui est bien moindre. Et ça ne répond donc pas à la demande de mobilité de la part des Français. Alors, on va forcément beaucoup parler de la Chine dans un débat comme celui-là. Je commence à poser une question quand même, parce que les voitures chinoises, vous parliez de prix, elles sont beaucoup moins chères, mais elles sont ultra subventionnées. Il faut peut-être rappeler ça quand même, Louis-Samuel Pixer. Oui, la Chine, en fait, le secret du succès chinois, c'est deux choses. La première chose, c'est que la Chine, depuis très longtemps, elle a fait ce 100% électrique. Nous, on parle de 2035, la Chine le fait beaucoup plus vite, ce chemin pour une mobilité 100% décarbonée. C'est grâce à cela qu'aujourd'hui, 60% du marché pour les véhicules électriques, c'est la Chine. Donc quand 60% des véhicules électriques sont achetés par des Chinois, eh bien effectivement, ils ont une force au niveau global. Leurs entreprises sont forcément des débouchés beaucoup plus importants. Ensuite, le deuxième secret, c'est un niveau massif de subventions. On parle de centaines de milliards d'euros. Donc quand il y a un chiffre de l'ordre de 200 et quelques, évidemment, le montant total des subventions à l'industrie automobile pour la transition vers l'électrique en Chine, il est très difficile à calculer. Et d'ailleurs, la Commission européenne a estimé sur la base d'une analyse, ce qu'on appelle anti-dumping, qu'il fallait mettre une taxe de l'ordre de 40 à 50% selon les constructeurs. Donc c'est massif. Ouais. On y reviendra là-dessus parce qu'évidemment, on va se poser la question de la réponse que l'Europe peut apporter face à ce dumping ou à ces subventions chinoises. On y revient dans un instant, mais il se trouve qu'on a aussi décidé d'aborder ce thème dans Sens Public parce que le Sénat s'est emparé de cette question avec un rapport d'information. C'est Clémentine Louise qui va nous le présenter tout de suite. On va le détailler, ce rapport. Rebonsoir Clémentine. Rebonsoir. Rapport alarmant publié par le Sénat. L'industrie automobile va mal. Elle fonce tout droit vers le crash à Lombon. Oui, dans les 5 ans qui ont suivi la crise sanitaire du Covid-19, les ventes de voitures à des particuliers ont chuté de 20%. Les rapporteurs Alain Cadec, Annick Jacquemet et Rémi Cardon constatent que notre transition vers la voiture électrique et la voiture hybride reste très lente. Ces véhicules représentent aujourd'hui moins d'un quart des ventes, malgré une reprise timide depuis la rentrée. Pour rappel, le secteur automobile français compte environ 350 000 emplois directs. S'il venait à péricliter, les conséquences seraient donc extrêmement graves. Alors on a commencé à le faire, mais comment on explique cette crise de l'industrie automobile française ? Eh bien d'abord par une contraction de la demande qui commence tout juste à repartir, mais cela s'explique surtout par une concurrence féroce d'acteurs extra-européens, dont le plus redoutable est la Chine, qui bat tous les records. Les voitures électriques chinoises coûtent en moyenne 30% moins cher que nos modèles européens, pour une qualité égale ou supérieure aux nôtres. Et puis les rapporteurs de cette étude, de ce rapport d'information, ont établi un certain nombre de mesures d'urgence, je crois qu'il y en a 18 pour sauver le secteur. Oui, dont la principale consiste d'abord à contrer la concurrence chinoise, et cela passe notamment par l'introduction de droits de douane. Écoutez les explications d'Annick Jacquemet. Nous demandons donc d'imposer des droits de douane massifs et temporaires sur les véhicules chinois et sur certains composants clés et d'instaurer un seuil minimal de contenu européen dans les véhicules vendus en Europe. Puis il y a aussi les réglementations européennes que les rapporteurs jugent contre-productif. Oui, les rapporteurs visent principalement le pacte vert européen qui interdit la vente de voitures thermiques neuves sur le sol européen à partir de 2025. 2035, pardon. Selon cet objectif, donc, fragilise les constructeurs européens, pris en étau entre des investissements colossaux pour assurer la transition vers la voiture électrique et une demande en berne. Écoutez Alain Cadec à ce sujet. Moi, je considère que l'Europe se tire une balle dans le pied, voire dans les deux pieds, c'est-à-dire que c'est pas tenable. Notre rapport ne débouche pas sur une opposition véhicule thermique, véhicule électrique. On dit simplement qu'on n'est pas prêt aujourd'hui, que notre pays n'est pas prêt, notre pays et l'Europe, mais notre pays n'est pas prêt à s'imposer ces règles-là.
Et il y a évidemment l'enjeu environnemental, c'est ce que le sénateur socialiste Rémi Cardon a rappelé, l'intérêt de rouler en véhicule électrique sur le long terme. Oui, mais encore faut-il que les prix baissent, car vous le disiez à l'instant, les fabricants français ont d'abord privilégié des modèles haut de gamme. Les rapporteurs recommandent donc de fabriquer de petits véhicules électriques plus abordable. Merci beaucoup. Est-ce que ça veut dire, merci Clémentine, est-ce que ça veut dire, Daniel Attias, que effectivement, on va s'intéresser là aux marques françaises. Notre titre, il porte sur les marques françaises. Est-ce qu'elles peuvent disparaître? C'est pas seulement de la provocation. Une marque, une marque est mortelle, hein, et on a plein d'histoires de marques qui disparaissent. Donc, il faut se poser la question. Est-ce qu'elles ont fait un choix stratégique qui n'était pas le bon, en mixant plutôt sur le haut de gamme? Oui, alors dans un premier temps, c'est pas faux. Qu'il y a eu une vraie question stratégique qui a été posée, qui était du haut de gamme, tout simplement pour concurrencer Tesla, qui était le grand gagnant de cette période-là, c'est sûr. Ensuite, elles se sont complètement restructurées, elles ont changé leur offre. Vous prenez aujourd'hui Renault, Peugeot, ils ont des petites cylindrées qui sont tout à fait abordables, des jolis designs. La R5 est en train de mais cher par rapport aux Chinoises, encore très cher. On l'a dit, c'est à cause aussi des subventions, mais encore très cher par rapport aux Là, on parlait de l'offre qui était sur notre marché. Elle est en train de se métamorphoser et de devenir beaucoup plus populaire, parce que finalement, c'était ça l'enjeu, c'était d'avoir une voiture électrique populaire, comme on a pu le faire pour le thermique il y a des années et des années. Donc, on est en train de rattraper ce retard, si on peut dire. La difficulté qu'on a majeure, c'est que la concurrence chinoise, elle est extrêmement rapide et elle arrive avec des volumes considérables. Alors avec en plus un gap technologique auquel on ne s'attendait pas trop, parce qu'il y a encore 2-3 ans, ce n'étaient pas des voitures très fiables, il y avait encore des problèmes de technologie éprouvés. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui, donc c'est un concurrent extrêmement sérieux. Mickaël ? Ça fait un lien avec le débat précédent. Ça explique pourquoi vous avez une défiance à l'égard du politique, et en particulier à l'égard du sommet de l'État, parce que quand on constate effectivement ce démantèlement de la souveraineté en fait, industrielle, alors qu'elle a été tellement martelée, tellement annoncée, tellement vantée, on voit bien qu'après les discours, derrière les discours, la réalité sur le terrain, elle est celle-ci, c'est-à-dire ça disparaît. Alors, est-ce que vous êtes, je vais vous poser la même question à l'un et à l'autre, est-ce que vous êtes pessimiste pour les marques françaises? Erwan Benezet, pour commencer. Alors, vous avez dit une chose qui est très juste. On a souvent tendance, quand les marques sont très connues, à penser au too big to fail. Mais en fait, des marques, y compris très connues, peuvent disparaître. Et regardez aujourd'hui, l'un des deux grands groupes français, Stellantis, n'est plus complètement français. Il est franco-italo-américain. Il commence un petit peu à se diluer dans une sorte de mondialisation. Et c'est Stellantis qui a recours aujourd'hui au chômage partiel parce qu'il y a une surproduction de ces usines. Et même Carlos Tavares... 3 semaines de chômage partiel à Poissy, c'est ça? À Poissy, exactement. Et même Carlos Tavares reconnaissait qu'il y avait, je crois, 3 usines en trop Stellantis en Europe. Mais donc, Carlos Tavares, c'est l'ancien PDG patron de Stellantis, ex-PSA. Et donc, oui, c'est pas parce qu'elles sont très connues, c'est pas parce qu'elles sont plus que centenaires, ce n'est pas parce que non plus certaines de ces marques ont presque donné naissance à l'automobile qu'elles ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Elles sont, même si elles sont très puissantes, elles sont également fragiles. D'accord ou pas d'accord? Est-ce qu'il y a plus de points de puissance finalement qui vont permettre à ces marques mondialisées, françaises mais mondialisées, de passer la crise, ou est-ce que vous dites attention? Alors je pense que quand on perd une guerre, il faut faire le bilan. Et aujourd'hui, il faut interroger le modèle qui nous a conduit à l'échec cuisant de l'automobile française et européenne. Ce modèle, c'est celui de la mondialisation néolibérale. C'est-à-dire qu'en fait, ces groupes ont pendant 50 ans, petit à petit délocalisé leur production. Ils sont passés par des sous-traitants et de manière à optimiser chaque maillon de la chaîne de valeur dans une logique de ce qu'on appelle cost-cutting, mais vraiment morceau par morceau. Ils en sont arrivés à avoir une chaîne de valeur totalement fragmentée sur laquelle ils ne maîtrisent rien. Et donc ensuite, quand on a décidé au plan européen de passer au 100% électrique, on a été incapable de planifier collectivement ce passage vers l'électrique. Et on a été incapable de dire voilà le cap et voilà comment on y va. Alors que les Chinois et les Américains sont capables d'aligner leurs acteurs industriels vers un objectif pour garder leur leadership. On y revient tout de suite, hein, ça va être le thème de votre éditorial, Mickaël, sur le rôle de l'Union européenne. Mais une question, parce que je trouve qu'elle est intéressante sur nos modes de vie finalement. Marc, qui nous écrit de Toulouse, merci de participer à Sens Public. La transition automobile qui passe à l'électrique n'a-t-elle pas été perçue par les Français comme trop brutale? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on nous dit d'un seul coup,
faut tout changer. Vous avez acheté des voitures diesel pendant des décennies, on vous a incité à les acheter, puis du jour au lendemain, non, c'est vraiment, oh là là, vous roulez en diesel, mais comment c'est possible? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il y a une brutalité par rapport à ça. C'est pour ça qu'on parle de rupture technologique, de rupture de tout l'écosystème dans lequel on était. Il y avait une espèce de cocon, je veux dire, avec cette voiture thermique autrefois. C'était simple, c'était confortable, c'était rapide, enfin, ça nous convenait bien quelque part. Et là, il faut changer, y compris d'usage. C'est-à-dire que c'est plus le même mode de consommation, ni le même usage de la voiture. La voiture électrique, c'est très différent. Il faut anticiper le voyage, l'espace-temps se modifie aussi, donc c'est vrai. Alors, du coup, la réponse des pouvoirs publics a été très différente des autres constructeurs américains ou chinois. Ça a été de dire, on va vous aider. On va vous permettre d'avoir des subventions, des bonus, etc., etc. Vous avez vu que nous, on aide le consommateur en France. On a tout de suite l'idée d'aider l'acheteur. Ce n'est pas du tout ce qu'ont fait les autres grandes régions du monde. Si on prend les États-Unis et la Chine, on a aidé les constructeurs, on a aidé les offreurs et pas du tout les demandeurs. La brutalité, elle est pas technologique, elle est sociale sur la production et donc sur les salariés. On parlait de ce ratio. Et elle est économique pour les acheteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, on impose une voiture, on impose un objet, un produit aujourd'hui qui est vendu bien plus cher que son aîné. Donc il y a une brutalité économique. Et puis il y a aussi derrière, mais il y a aussi derrière la civilisation de l'automobile reine qu'on remet en question. Donc c'est aussi cette brutalité-là qui peut être perçue. En même temps, aujourd'hui dans l'espace public, la voiture continue d'être extrêmement présente, ne serait-ce aussi que par la faiblesse de l'offre des transports collectifs qui est largement insuffisante. En zone rurale, mais même dans les engorgements des grandes métropoles. Alors, comme promis, chapitre consacré aux institutions européennes, au rôle de l'Union européenne. Tous les regards se tournent vers notamment Ursula von der Leyen. Tiens, regardez ces images. 12 septembre, la présidente de la Commission reçoit les dirigeants de l'industrie automobile, réunion à Bruxelles, pour, je cite, un dialogue stratégique sur l'avenir de l'industrie, décarbonation, tournant vers les voitures électriques, concurrence et tensions commerciales au menu, pression assez forte mise sur Ursula von der Leyen par les patrons de l'industrie auto. Et 3 jours auparavant, on avait le chancelier allemand, Friedrich Merz, qui lui aussi mettait la pression sur la Commission européenne. Écoutez. Nous tenons bien sûr fondamentalement à la transition vers la mobilité électrique, mais nous avons besoin de davantage de flexibilité dans la réglementation. Il nous faut une réglementation européenne intelligente, fiable et souple, qui est plus nécessaire que jamais. Nous voulons atteindre la protection du climat de la manière la plus rentable possible grâce à l'ouverture technologique. Les décisions politiques unilatérales en faveur de certaines technologies ne constituent pas seulement une mauvaise approche économique pour ces secteurs, elles ne nous permettent pas non plus d'atteindre nos objectifs communs de manière fiable. Avec un objectif qui est de repousser cette date butoir de 2035 ou d'autoriser par exemple des voitures hybrides, qu'on pourrait continuer à acheter des voitures hybrides neuves. En tout cas, c'est ce que porte le chancelier allemand. On va peut-être continuer à construire des moteurs thermiques alors ? Écoutez, oui, si on se pose la question sur pourquoi ce grand bond en arrière, là qu'on est en train d'envisager, en fait, depuis quelques minutes, le débat est résumé par les deux termes que l'on met en balance, transition ou rupture, douceur ou brutalité. Et en fait, cet épisode, et ce qu'on est en train de vivre, permet de comprendre à quel point il est complexe de modifier des comportements enracinés depuis le siècle dernier, et même bien avant. Le XXe siècle, c'était le siècle du pétrole. Et donc, l'évolution des mentalités, effectivement, est très très lente. Alors, on a cru que le tout électrique, on l'a compris, serait facile à vendre, sauf que la transition vers l'électrique, eh bien, ça ne se résume pas à changer de moteur. Bornes de rechargement, adaptation des réseaux électriques, acceptabilité sociale, tout ça, on l'avait compris, mais il y a des voies qui s'élèvent pour s'inquiéter parce que le renouvellement de cette flotte dans plusieurs régions est complexe. Le coût d'achat, on l'a compris, d'un véhicule électrique reste élevé pour beaucoup trop de personnes. Conséquence, eh bien, l'Europe risque de reporter la charge sur les usagers et de créer des inégalités encore plus fortes et de générer de la méfiance plutôt que de l'adhésion. C'est un petit peu ce qu'on est en train de comprendre. On comprend également que pour revenir en arrière, eh bien, on se remet à développer des versions vertes, des sources d'énergie issues du pétrole. Bref, ce qui est des ruptures devient compromis, et donc ça veut dire un recul politique. Oui, avec une Europe qui n'est pas forcément unie sur ce recul.
Non, parce qu'on l'a compris, certains pays comme l'Allemagne poussent pour relâcher ou différer l'échéance, traduire, avoir une politique intelligente. On en a quand même tout dit. La France se positionne avec l'Espagne, notamment pour tenir la ligne sur 2035. Un des arguments est de dire qu'il faut absolument être présent sur le marché électrique pour devenir un acteur mondial. Mais voilà, il y a un hic quand même. Il s'appelle la Chine, on l'a assez évoqué, qui assèche le marché des matières premières indispensables à la construction de moteurs électriques. Donc il faut craindre que dans ce grand bond en arrière et dans ce duel courageux pourtant entre le Dragon et le Coq français et ses alliés, eh bien quand même l'issue du duel est quand même peut-être connue. Oui, effectivement, avec vous y faisiez référence, c'était la semaine dernière la France et l'Espagne qui s'opposent à un régime de faveur pour les véhicules hybrides rechargeables qui pourraient devenir achetable, neuf, je fais une phrase qui n'est pas très jolie, vous m'en excuserez, après 2035. Bref, il y a cette pression, les Allemands d'un côté, les Français, les Espagnols de l'autre. Est-ce que, Louis-Samuel Pilser, l'Union européenne a marqué en quelque sorte, si je prends une parabole sportive, une image sportive, un but contre son camp avec cette règle de 2035, cette date butoir? Non, je ne pense pas. Ce qui manque, c'est la planification. La date de 2035, elle est indispensable. C'est même peut-être trop tard. Enfin, je veux dire, les Chinois, ils y sont quasiment déjà. Aujourd'hui, c'est grâce au marché colossal qu'ils ont construit, grâce à leur politique ambitieuse pour la transition. Oui, mais ils n'avaient pas d'industrie qui construisait beaucoup de véhicules thermiques. C'était plus simple de créer ex nihilo. Je ne dis pas que c'était d'un claquement de doigts, mais c'était quand même plus simple. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'ils n'avaient pas d'acteurs établis qu'ils ont réussi à faire passer ces politiques. Alors que nous, en Europe, au contraire, à cause des réticences des entreprises qui produisent aujourd'hui des véhicules et moteurs thermiques, on a beaucoup de mal socialement, entre guillemets, c'est-à-dire vis-à-vis des acteurs industriels qui sont déjà positionnés sur ces segments, à construire cette transition. Mais je pense que ce qui manque, c'est la planification, c'est-à-dire que c'est la capacité de l'Europe et des États membres à donner un chemin aux industriels pour reconvertir les sites qui fabriquent aujourd'hui des moteurs thermiques. Ces sites aujourd'hui qui sont en difficulté, on pourrait les reconvertir sur d'autres filières, par exemple la défense ou d'autres filières sur lesquelles on a énormément de besoins et qui permettraient de donner des débouchés avec des investissements, y compris publics, pour permettre de limiter les dégâts. Alors on a évoqué Carlos Tavares, l'ancien patron de Stellantis, qui sort un livre. Il était sur France Inter ce matin. Alors lui, il est très critique sur les institutions européennes, la trilogie, comme il dit, donc la Commission, le Conseil européen, le Parlement, il les critique. Écoutons-le. Le problème que nous avons sur ce sujet-là, c'est le dogmatisme, la réaction émotionnelle du Parlement européen, le dogmatisme de la Commission et le manque de sagesse du Conseil. Dans cette prise de décision, la trilogie a gravement dysfonctionné. La solution elle est très simple. Il suffit de dire qu'en 2035, vous pouvez continuer à vendre des véhicules thermiques à condition qu'ils aient moins de 100 grammes d'émissions pour remplacer un parc vieillissant qui, lui, a plus de 300 grammes d'émissions. Donc la première chose à faire, c'est de remplacer les vieilles voitures qui émettent beaucoup par des voitures plus jeunes qui émettent un tiers et que la classe moyenne peut acheter. Parce que le point fondamental, c'est celui-là. Si la classe moyenne ne peut pas acheter des voitures propres, il n'y a pas d'impact volume sur la planète. Ça peut sembler de bon sens, Daniel Attias. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition ? C'est une demi-mesure, pourquoi pas. C'est une manière d'aménager cette date butoir 2035 qui fait tellement peur aux constructeurs. Parce que la pression des constructeurs elle a été énorme par rapport à l'Europe, c'est clair. Alors, je ne sais pas. Bon, je crois qu'il faut être un peu... Bon, on a quand même une vraie question écologique qui se pose, environnementale, qui est grave. Le point de départ, c'est ça, évidemment. Bon, d'accord. Alors, je veux dire, on ne peut pas la remettre en question comme ça. Moi, ça m'apparaît difficile. Enfin, je pense que cette date, il faut la maintenir, bon, avec des aménagements, des choses... Et puis, ce qu'il faut aussi relever, parce qu'on parle beaucoup du prix d'achat des voitures, mais la plupart, l'immense majorité des Français, 80%, achètent des voitures d'occasion. Ils n'achètent pas du neuf. Oui, mais alors le marché du véhicule électrique d'occasion... Oui, mais on peut se dire que dans les 5-10 années qui viennent, on va avoir un marché qui va se nourrir de véhicules d'occasion, de plus en plus important en volume, en offre, en diversité, qu'on a peut-être moins aujourd'hui. Enfin, il s'est pas mal porté quand même pendant un moment, ce marché de l'occasion. Et c'est une possibilité pour les Français d'acheter, du coup, à des coûts un peu plus bas. Oui, mais alors on est peut-être un peu réticent à acheter une voiture électrique d'occasion parce qu'on se dit la technologie évolue, notamment, tiens, il y a une question de Marcelin qui nous dit réponse technologique pour les véhicules électriques, le recyclage complet de leur batterie, c'est quand même le talon d'Achille du véhicule électrique. C'est vrai qu'on est beaucoup de consommateurs à se dire, je vais peut-être attendre une batterie plus efficace, plus recyclable, etc. On n'est pas dans des produits et un marché mature. C'est-à-dire que la technologie
peu comme les ordinateurs où la puissance de calcul était multipliée par 2 sur une année et demie. Là, c'est la puissance de stockage d'une batterie et sa recharge, sa capacité en nombre de kilomètres qui croît énormément. Et donc, entre une voiture électrique d'il y a 2 ans et une voiture électrique d'aujourd'hui, ce sont 2 voitures complètement différentes. Alors que sur les voitures thermiques, vous aviez des aménagements technologiques, mais en fait, on était dans la technologie et on était un petit peu dans le marketing. Et donc, aujourd'hui, effectivement, le marché de l'occasion pour la voiture électrique n'est absolument pas mature. Mais il est vrai qu'il y a ce point écologique qu'il faut à chaque fois remettre au milieu de la pièce. Oui, rappelez que c'est pour ça qu'il y a eu cette décision européenne. Les transports c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, les transports de la voiture individuelle, c'est un véritable problème écologique. Donc, je suis totalement d'accord avec le fait que la date de 2035, il fallait une date butoir. Et après, il y a la planification. Juste une petite chose. On parlait des matières premières, donc notamment les terres rares. Il y a une bataille là, actuellement entre la Chine et le reste du monde, notamment. Ce sera pour après, ça. Oh, on en parle un peu plus tard, mais finissez votre phrase quand même. La France était le champion mondial de production de terres rares jusque dans les années 90, notamment grâce à un champion industriel qui était Rhodia. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été délocalisé ces productions de terres rares en Chine. Les Chinois se sont accaparés le savoir-faire et aujourd'hui, ils ont 90% du marché des terres rares dans le monde. Donc si demain on les menace, ils ferment les vannes et c'est fini. On y reviendra là-dessus parce qu'évidemment, non, il n'y a aucun problème, c'est vrai, c'est un chapitre très important. Mais si on parle des mesures de rétorsion que l'Union européenne peut mettre en place vis-à-vis de ces voitures chinoises qui sont dopées aux subventions, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc il y a l'idée de mettre effectivement une taxe sur les véhicules qui n'ont pas été produits en Europe, sauf que par exemple la marque BYD, qui est une marque chinoise, elle a commencé à mettre en place une réponse en s'installant en Hongrie. Écoutons sa vice-présidente. Nous sommes sur le point de commencer la production de nos véhicules en Europe pour l'Europe. Une nouvelle usine en Hongrie est en bonne voie pour démarrer la production à la fin de cette année. Cela démontre clairement l'engagement de BYD à rester en Europe. Nous investissons non seulement dans notre usine, mais également dans la chaîne d'approvisionnement. Louis-Samuel Pilser, est-ce que ça veut dire que ces voitures chinoises construites en Hongrie, elles vont bénéficier du bonus écologique ? C'est une très bonne question. Alors, peut-être pour contextualiser, mais l'importance à ce qu'on accorde au fait de produire en Europe des véhicules électriques, c'est pas uniquement pour l'emploi, c'est aussi parce que quand on fabrique une voiture électrique sur le sol européen, c'est significativement, voire très 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 significativement moins polluant. En Chine, la pollution, les émissions de carbone associées à la fabrication d'un véhicule électrique, c'est à peine plus compétitif si on prend le véhicule sur toute sa durée de vie qu'un véhicule thermique. Vous savez que si vous achetez par exemple un 4x4 électrique chinois, c'est plus polluant, y compris si vous roulez beaucoup avec, que d'acheter une... C'est encore vrai, parce que la Chine va très vite sur le passage au renouvelable, mais c'est encore vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que l'énergie qui sert à construire les voitures, c'est d'abord de l'énergie carbonée. En Chine, pétrole ou charbon, c'est ça. Exactement. Et donc peut-être qu'à terme, ce sera aussi polluant, mais je pense qu'aujourd'hui, le fait de fabriquer en Europe une voiture électrique, c'est essentiel. Et d'ailleurs, cette usine et les usines que les Chinois commencent à implanter sur le sol européen, la question cruciale, c'est où sont fabriquées les batteries. C'est les batteries qui produisent, qui émettent le plus de gaz à effet de serre quand on les fabrique. C'est, je crois, de l'ordre de la moitié des émissions de gaz à effet de serre d'une voiture électrique. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à implanter cette filière batterie sur le sol européen. Autre question, Philippe, qui nous écrit de Sainte-Anne-d'Auray. J'habite en ville, j'arrive toujours pas à me garer devant mon domicile. Comment faire pour recharger le véhicule, sortir une rallonge électrique qui va traîner sur le trottoir? C'est très intéressant. Merci de participer encore une fois. Parce que ça pose la question des infrastructures, en fait. Michael l'évoquait tout à l'heure, mais c'est central pour basculer d'un modèle à l'autre. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on rattrape notre retard en la matière? Sur les bornes électriques, un peu quand même? Oui, parce qu'on a quand même progressé considérablement. Enfin, on a plus de 100 000 bornes sur le territoire. Alors, bien sûr qu'a priori, comme ça, spontanément, on dirait avoir une voiture électrique, c'est pas mal d'avoir un pavillon, parce qu'on peut se brancher directement dans sa maison. En ville, c'est un peu plus compliqué, même s'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, il y a beaucoup d'installations un peu partout, etc. Mais globalement, dans les copropriétés, ce n'est pas imposé encore, alors que ça pourrait l'être. Des copropriétés anciennes, dans les nouvelles, parfois, il peut y avoir des réglementations. Mais malheureusement, dans les copropriétés, ce qui est quand même le cas de toute une partie des Français,
il n'y a pas véritablement d'accès. Donc il y a peut-être un levier réglementaire, même si j'entends déjà nos téléspectateurs, téléspectatrices, voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Il veut nous rajouter encore une contrainte supplémentaire. Dernier chapitre consacré aux métaux rares, qui me semble effectivement très important. Est-ce qu'on peut dire, Erwan Benezet, que celui qui exploite les métaux rares tient l'industrie auto aujourd'hui? Alors oui, les métaux rares et les semi-conducteurs. Donc l'aspect, il y a l'électronique, dans la voiture électrique, et la batterie, et donc les métaux rares que contiennent ces batteries, et notamment tous les aimants, les petits moteurs qui se trouvent dans sa voiture. Parce qu'il y a beaucoup plus de métaux rares dans un véhicule électrique. 6 fois plus de métaux rares dans une voiture électrique que dans une voiture thermique. D'accord. C'est 1 kilo d'aimant, et un aimant contient 1/3 de métaux rares. C'est 6 tonnes dans une éolienne offshore. Donc c'est vous dire l'importance de ces métaux rares. On les appelle des métaux rares. Ils sont partout dans la croûte terrestre, mais par contre, ils sont extrêmement disséminés. Donc c'est assez compliqué de les forer, de les récupérer. Ça coûte beaucoup en eau et en énergie. Donc c'est très polluant. La raison, notamment, une des raisons pour lesquelles on a délocalisé aussi en Chine. Mais donc aujourd'hui, il y a le risque de construire une dépendance. On a voulu s'affranchir de la dépendance au pétrole et donc de la dépendance aux pays de l'OPEP, à l'Arabie Saoudite, pour construire une souveraineté. Et on court le risque aujourd'hui de se construire une dépendance non plus à l'OPEP, mais notamment à la Chine. Et ça, c'est le risque. Je tiens une autre réaction. Ça nous fait revenir en arrière, mais elle est intéressante. C'est un garagiste à Kim à Naufle-le-Château qui dit ce que vous disiez tout à l'heure sur l'obsolescence des véhicules électriques. Au bout de 3 ans, il dit obsolescence et usure. Je reviens sur la question des métaux rares. Louis-Samuel Pilcer, vous travaillez sur la question de la souveraineté. Comment on a laissé filer cette souveraineté? Moi, je ne savais pas ce que disait Erwan Benezet. Dans les années 90, on était les champions des métaux rares. Oui, il y a toute une période dans laquelle la France, l'Europe, on a été extrêmement naïfs. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience du fait que c'est important de maîtriser la chaîne de valeur des industries les plus critiques. On a parlé des métaux rares. L'autre exemple, ce sont les semi-conducteurs très récemment. Parce que vous savez que dans les véhicules électriques, 20% aujourd'hui de la valeur ajoutée est liée à des puces. Et demain, ça pourrait être, à horizon 2030, les estimations, c'est 50%. Donc, je vous permets de me corriger si les chiffres ne sont pas bons, mais c'est une part importante de la valeur ajoutée d'une voiture électrique. Et aujourd'hui, les puces fabriquées fabriquées pour être mises dans nos voitures. Elles viennent de différentes entreprises, mais notamment une entreprise néerlandaise qui est extrêmement présente sur... C'est intéressant parce qu'on ne s'est pas appelé avant l'émission, mais on avait sélectionné cet article du magazine Le Point qui nous raconte cette histoire. Ça s'appelle Nexperia, c'est ça? Qu'est-ce qui arrive à Nexperia alors? C'est une entreprise néerlandaise dont on a accepté, les Néerlandais ont accepté la vente aux Chinois, et aujourd'hui les Chinois menacent de nous couper le robinet dans le cadre des rivalités qui commencent à se dessiner. D'ordre géopolitique, les Chinois menacent de couper complètement l'approvisionnement de puces pour l'industrie automobile européenne. Donc on pourrait, comme on l'a eu en 2021, l'industrie européenne a fait face à une pénurie de puces à cause de problèmes liés au redémarrage de ces usines suite au Covid. Ça a complètement gelé l'industrie européenne. Donc aujourd'hui, à cause de ce bras de fer et au fait qu'on n'arrive pas, qu'on a accepté il y a quelques années, c'est encore assez récent, de vendre une entreprise extrêmement stratégique pour toute la chaîne de valeur automobile aux Chinois, qu'on ait fait preuve d'une naïveté telle qu'on ait vendu une entreprise sur laquelle on est capable aujourd'hui de nous couper le robinet et de bloquer toute l'industrie automobile européenne. À cause de ça, aujourd'hui, on est dans une position extrêmement délicate. On l'a perdu, cette naïveté, rassurez-moi, Daniela Attias. Vous n'en êtes pas convaincu, je ne suis pas sûr. Pas sûr, mais bon, il y aura un deal, évidemment. Il y aura un deal. Mais cette histoire de semi-conducteurs, c'est encore la bataille entre le court terme et le long terme. Et là, l'histoire de 2035... c'est finalement du court terme. Et si effectivement on fléchit pour préserver le court terme, et vous parliez de planification tout à l'heure, et je suis totalement d'accord avec vous, au détriment du long terme, c'est là qu'on perd la bataille. Mickaël, vous vouliez intervenir? J'entends le mot naïveté depuis tout à l'heure, et effectivement, ce réveil est très douloureux. Et certains aussi ont regardé avec naïveté, ou peut-être sans trop comprendre pourquoi, il y a plus de 20 ans, la Chine débarquait en Afrique. Proposait de réorganiser toutes les infrastructures contre tout simplement des concessions, arriver à maîtriser les terres, arriver à posséder et travailler, exploiter toutes ces terres de métaux rares. C'était parce qu'il y avait déjà la réflexion
qui amène à celle d'aujourd'hui. Donc, naïveté et, je dirais, manque d'analyse sur ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on commence à en payer le prix. Oui, d'ailleurs, c'est pas notre sujet, mais ça concerne les terres et les métaux rares, mais ça concerne aussi les terres arables. C'est-à-dire celles qui sont capables de produire de la nourriture. Il y a aussi une offensive chinoise en Afrique là-dessus. Si on parle des semi-conducteurs, je crois que c'est gallium et germanium qui c'est ça. Un des 17 métaux. Il y en a 17 qui sont particulièrement utiles à la fabrication des semi-conducteurs. Et là aussi, la Chine est ultra. C'est 90%. L'ensemble de ces 17 métaux rares, c'est 90% de la production mondiale est tenue par les Chinois. Production et raffinage, c'est exactement. Ça et ça, c'est trop tard ou ça peut se rattraper? Et peut-être pour compléter, mais c'est pareil pour les batteries. Quand vous regardez les véhicules électriques, en fait, la fabrication des véhicules, on sait encore le faire. Les batteries, c'est compliqué. Mais en fait, dès qu'on redescend, tout dépend de la Chine. Toutes les strates inférieures, les métaux sur lesquels, qui sont critiques, comme le lithium, pour fabriquer des batteries pour les véhicules électriques, on dépend systématiquement des Chinois. Donc c'est pas trop tard, je pense, mais il faut qu'on se mette en ordre de marche pour reconstruire une industrie souveraine très, très tôt. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à mettre les moyens et qu'on se donne une ambition claire et précise sur la reconquête de ces segments. Il nous reste 2 minutes. Je vous redonne la parole tout de suite, Erwan, mais je voudrais entendre de nouveau Daniel Attias sur ces idées, parce que j'ai beaucoup entendu parler de gigafactory ces dernières années, notamment pour construire des batteries, mais ça n'a pas forcément fonctionné partout. Donc, si on cherche à esquisser des solutions pour terminer. Il y a quand même une solution qui est en œuvre et qui m'apparaît très intéressante, c'est ce qu'on va construire à côté de Dunkerque, dans les Hauts-de-France. Une énorme gigafactory de fabrication de batteries, mais ce qui est aussi très pertinent à mon avis, c'est que dans la chaîne de valeur, on va aussi avoir à côté une usine de recyclage de ces batteries, donc ça veut dire qu'on pourra récupérer justement des matériaux un peu rares, donc ça c'est bien. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a aussi découvert qu'on avait du lithium. Alors l'exploitation semble vouloir se mettre en œuvre dans les années qui viennent. Ça, c'est pour donner un peu une note d'espoir dans ce contexte qui m'apparaît quand même difficile. Mais ça, c'est quand même 2 points, à mon avis, intéressants. Alors, la bataille sur les gigafactories, il y a eu une très grande gigafactory en Suède, Northvolt, qui a mis la clé sous la porte en mars de cette année. Donc c'est compliqué. On essaye d'en ouvrir, effectivement, notamment dans le nord de la France. Et vous m'avez pris le mot de la bouche, de recyclage. Voilà une filière dans laquelle la France peut se relancer, puisqu'elle en faisait auparavant. Recycler toutes ces batteries dont on ne va pas savoir quoi faire. Et si on ne le fait pas d'ailleurs, ça sera un échec environnemental. Et donc, on nous a vendu la voiture électrique, les batteries, etc., au nom de l'environnement. Si on ne met pas en place une vraie filière de recyclage, on aura perdu ce pari. Le dernier point, je pense, là, pour un point un petit peu optimiste, ce qu'on a à jouer, c'est la recherche et développement. Et c'est de trouver la voiture électrique, les batteries de demain qui pourront se passer un petit peu, voire complètement, de métaux rares. C'est là-dessus que la France a un point à marquer. Une carte à jouer. Merci. Une carte à jouer. Encore merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat. Daniel Attias, La Révolution automobile, c'est aux éditions Springer. Erwan Beneza, Les Grands Bazars de l'énergie, aux éditions Artaud. Et Louis-Samuel Pilser, c'est votre livre Souveraineté économique aux éditions Economica. Merci encore et à bientôt sur Public Sénat. Je vous dis à demain. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci de participer à l'émission grâce au QR code. On se retrouve demain 18h et 22h. D'ici là, vous le savez, nos débats sont disponibles sur la plateforme publicsénat.fr ou en podcast. Et puis notez que Oriane Mancini reçoit demain dans notre matinale Jean-Philippe Tanguy, le député Rassemblement National de la Somme. Belle soirée. Merci. C'était votre programme avec DS Automobile et la nouvelle DS numéro 8. 100% électrique jusqu'à 750 km d'autonomie. Voir ou revoir votre programme sur publicsénat.fr. Staline
Nous étions tombés si bas, politiquement et socialement, ça ne pouvait pas être pire. Hélas, on se trompait complètement. Aucun autre dirigeant de mon pays n'a eu le droit à une telle glorification. Pendant la guerre froide, il y avait deux camps. Il fallait se battre pour le socialisme soviétique et contre l'impérialisme. Tous ceux qui ne suivent pas à la lettre sa ligne politique sont suspects. Les gens se sont résignés. Il fallait faire ce qu'on vous ordonnait de faire. Il y a 3 sortes de gens. Ceux qui ont été en prison, ceux qui sont en prison et ceux qui attendent d'aller en prison. Rideau de fer, l'occupation soviétique, le règne de Staline. Le 2e épisode de votre série documentaire, vendredi à 22h sur Public Sénat et sur publicsena.fr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Et la santé, ça va? Avec cette question qu'on se pose tous. 13 millions de Français sont touchés par des troubles de la santé mentale et 40 à 60% d'entre eux sont peu ou pas pris en charge. Alors peut-on parler d'une épidémie silencieuse? Comment y remédier à l'heure où le manque de psychiatres est criant? Quelle initiative à l'étranger pourrait nous inspirer? Pour en parler, je reçois Céline Brulin, sénatrice de Seine-Maritime. Et puis je reçois également Angèle Malâtre-Lansac, qui est déléguée générale de l'Alliance pour la santé mentale, qui fédère plus de 3000 acteurs. Et la santé, ça va? Samedi à 17h sur Public Sénat et sur publicsena.fr. Et la santé, ça va? Avec la Mutualité française. Cette semaine, une émission spéciale au bonheur des livres avec un invité unique, Laurent Mauvigné, qui signe l'un des plus beaux livres de cette rentrée littéraire qui s'appelle Dans la maison vide, aux éditions de Minuit. Le récit sur près de 100 ans et sur presque 4 générations de toutes ses origines familiales. Nous sommes replongés dans la France que nous connaissons avec une écriture absolument exceptionnelle. Au bonheur des livres, présenté par Claire Chazal, vendredi à 23h sur Public Sénat et sur publicsena.fr. Tout de suite sur Public Sénat. La cigarette faisait partie de la société, je dirais. C'était la première chose que je faisais le matin au réveil, c'était la dernière chose que je faisais le soir en me couchant, c'était fumer. Avant 1970 en France, des femmes avec un cancer du poumon, c'était l'archi exception. Dépister systématiquement les cancers du poumon, c'est pour quand? Maintenant, chez les femmes, ça passe devant le cancer du sein au niveau européen comme cause de décès par cancer. Bonjour, c'est l'équipe Cascade, l'étude pour le dépistage du cancer du poumon. Aujourd'hui, je me bats contre le cancer du poumon chez les femmes. J'ai un compte personnel à régler avec cette maladie. Ni tabac, ni cancer, le combat d'une vie. Samedi à 20h55 sur Public Sénat et sur publicsena.fr. Le 1er 14 juillet, je l'ai vécu avec une espèce d'émerveillement, entendre la Marseillaise, le chant des partisans, le gravier, là, quand on arrive à l'Élysée, l'huissier il hurle pas, mais il dit « Monsieur le Président de la République ». Sauf que tout ça a de l'allure et qu'il faut qu'on garde un certain nombre de symboles, ou alors tout est dans tout et réciproquement. Il a été avocat pendant 36 ans, plus de 4 ans garde des Sceaux. Aujourd'hui, il fait le bilan et règle quelques comptes dans un seul en scène et un livre, Juré craché, paru chez Michel Lafon. Éric Dupond-Moretti est notre invité dans Un monde, un regard. Un monde, un regard, vendredi à 17h30 sur Public Sénat et sur publicsena.fr.
Notre invitée a d'abord conquis vos cœurs à la télévision en tant qu'animatrice. Canal+, France Télé, TF1. Vous l'avez connue comme mannequin, journaliste, chroniqueuse. Et puis un jour, c'est la maman qui est apparue et le prénom de son fils qui a occupé toutes ses prises de parole médiatiques. Samy. Samy, son deuxième fils, décédé en 2023 à l'âge de 17 ans. Samy, dont notre invité a su décrire et raconter le combat contre le handicap et l'autisme sévère. Samy, à qui elle a voué une immense partie de sa vie et de son énergie pour que les enfants comme lui soient mieux acceptés dans notre société, dans nos villes, dans nos écoles. Et alors qu'elle aurait pu cesser cette bataille, se reposer, sortir des enjeux liés au handicap, elle a décidé de continuer. Elle est toujours la présidente de l'association Un pas vers la vie. Elle organise toujours des événements qui permettent de la financer. Elle crée toujours des écoles partout en France pour accueillir les enfants atteints de lourds handicaps. Elle est là, toujours là, moins animatrice aujourd'hui que documentariste et militante associative. Ce combat sera-t-il le sien à jamais ? Est-ce qu'elle pourrait arrêter de se battre ? Comment va-t-elle aujourd'hui ? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue Églantine Émeillé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Ici, au Sénat, au Dôme Tournon. Je ne le fais jamais, mais je vais vous le demander exceptionnellement. Comment allez-vous, vous, aujourd'hui ? Je ne fais jamais ça, mais là, je pense que c'est le moment. Je crois que je vais plutôt bien, avec évidemment des moments de gros coups de blues. La perte de mon fils est encore assez récente finalement. Donc ça reste une blessure. Mais globalement, je m'en sors mieux que ce que j'aurais pu imaginer et j'aime toujours la vie et je ne suis pas malheureuse. Je vous pose cette question parce que quand on a un enfant qui est atteint de lourds handicaps, l'entourage a toujours tendance à s'occuper de l'enfant et à très peu s'occuper des parents, des frères et sœurs. C'est vrai. C'est une erreur monumentale. C'est cette erreur d'ailleurs que vous essayez de réparer aujourd'hui. Oui, alors en même temps, quand on s'occupe de l'enfant handicapé, si quelqu'un s'en occupe autrement que vous, c'est bien, ça vous fait un peu de repos. Mais les parents et les frères et sœurs sont quand même de grands oubliés et il y a des dommages collatéraux au handicap. Et c'est pour ça au départ que j'avais créé moi cette association Un pas vers la vie. C'est que d'abord on n'avait pas de solution pour nos enfants et puis je ne faisais que rencontrer dans les hôpitaux, dans toutes les structures institutionnelles des mamans mais totalement vouées à leur enfant qui n'existaient plus autrement qu'à travers cet enfant avec un quotidien d'enfer. Et je me disais, mais c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Et il fallait vraiment pouvoir les aider. Quand un enfant souffre de lourd handicap, c'est toute la famille qui est touchée. Vous rappelez souvent ce chiffre, 80% de ces familles deviennent monoparentales. Beaucoup de divorces. Est-ce que ce sont les mères qui restent le plus souvent ? Là, j'ai envie de dire 99%. C'est très rare que les pères restent. Alors, j'avais posé la question une fois à différents psychologues et ils m'ont tous donné la même réponse. Alors, je suis dans un handicap très particulier, l'autisme. Il y a plus de garçons autistes que de filles. On ne sait pas pourquoi, mais c'est un fait. Et apparemment, pour un homme, voir son fils handicapé, c'est plus difficile à gérer, à assumer, à accepter, et donc il fuit. C'est la réponse que vous donnez. C'est la réponse qu'on m'a donnée. Ce à quoi je réponds, c'est bien beau, mais nous, du coup, les femmes, on ne peut pas fuir, on n'a pas le choix. Donc on est là. Je pense que certaines auraient aimé aussi jouer les autruches. Mais alors comment vous l'expliquez, vous ? Si on met de côté la vie des experts ? Comment je l'explique ? Je pense que de toute façon, il y a beaucoup de divorces dans les couples en général, que la vie d'un couple, pour qu'elle dure longtemps, c'est pas facile, qu'un couple vit des épreuves et que celle-là, c'est un tsunami, elle est monumentale. Et qu'il faut... Enfin, moi, je sais, ce que j'ai fait, c'est que je me suis jetée à corps perdu dans la bataille avec cette impression qu'il ne fallait perdre aucune seconde pour aider mon fils. Je peux comprendre que mon conjoint, lui, à l'époque, ait eu besoin d'un peu plus de temps pour démarrer, mais moi, je ne voulais pas attendre. Et ça crée un décalage. Et après, eh bien, finalement, il est resté sur le bas-côté. J'avançais au quotidien. Et à un moment, c'est cruel, mais vous avez une vie tellement remplie. Ça ne s'arrête jamais, c'est nuit et jour, c'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup de pression en fait, que vous n'avez plus beaucoup de temps à accorder à l'autre. Et là, le couple, il se perd. Donc voilà. Vous avez souvent parlé de la culpabilité que vous avez ressentie et qu'on a voulu vous faire porter. Vous avez déclaré un jour « C'est monstrueux ce qu'on a voulu me faire porter. J'ai su très vite que Samy n'était pas comme les autres. Aucun pédiatre n'a voulu me le confirmer. J'étais soi-disant une maman angoissée. Quand le diagnostic est tombé, on m'a accusée alors de mal m'en occuper. » 10 ans après avoir dit tout cela, est-ce que vous pardonnez, vous comprenez, vous excusez ?
Assez facilement. Je crois que je ne suis pas très rancunière. Je pardonne et je comprends l'ignorance à l'époque de beaucoup de personnes auxquelles j'ai eu affaire. Je crois que la plupart des médecins n'y connaissaient absolument rien, ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui, mais ils ont été un peu informés quand même que les mères ne sont plus responsables. Notamment grâce à vous, grâce à votre combat. Voilà, il y a beaucoup d'autres associations aussi qui se sont battues. Mais j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, on écoute un peu mieux les mamans. C'est pas encore ça. Après, la culpabilité, quand on m'accusait de ne pas bien m'en occuper, je pense que ça arrive encore, malheureusement. C'est-à-dire que quand vous avez un enfant handicapé, on vous demande d'être à la fois sa mère, mais aussi son éducatrice. Et ça, je trouve ça terrible, en fait. Moi, tout ce que je voulais, c'était pouvoir donner son bain à mon fils, le faire des câlins, jouer avec lui. Mais j'avais aucune envie de passer 2 heures à lui dire de regarder ma cuillère avant que je lui donne quelque chose. Il fallait que j'ai son regard 1 seconde. Enfin, il y a des règles très précises. C'est très dur. Et en plus, quand c'est votre propre enfant et qu'il n'y a pas de réponse immédiate à ce que vous espérez viscéralement, vous vous effondrez et vous n'avez plus la même patience. En fait, je pense que je serais meilleure éducatrice pour un enfant handicapé qui n'est pas le mien. Eh oui, les enjeux ne sont pas les mêmes, les enjeux affectifs. Exactement. Bien sûr. Globalement, vous dites que les médecins sont mal ou peu informés à l'autisme, aux autismes, dites-vous d'ailleurs. Oui. Il vous a fallu aller au Canada pour apprendre à calmer les crises violentes de votre fils. Ici, il n'y avait pas un médecin qui vous disait, par exemple, que pour calmer Samy, pour l'apaiser, il fallait juste éteindre la lumière, par exemple, que tout le monde sorte de la salle. Mais même tous les spécialistes de l'autisme que je rencontre encore aujourd'hui, des gens qui vous disent moi j'ai été formée, je connais, j'ai un centre spécialisé, enfin ils n'y connaissent rien. C'est-à-dire que jusqu'à donc il y a encore 2 ans, c'est moi qui ai dû apprendre à des personnes qui au quotidien s'occupaient de mon fils avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Mais c'est moi qui ai dû leur dire, mais quand il commence une crise de nerfs, première chose, vérifier s'il a une douleur. Moi, je donnais d'abord un Doliprane. Si au bout de 20 minutes, il ne se calme pas, c'est qu'il y a autre chose. Et je pense que c'est sensoriel, c'est ce qu'on m'a appris au Canada. J'ai dit, mais là, vous calmez tout. Et on était avant 2, 3 à le maintenir pour qu'il évite de se faire mal. Et en fait, ça l'énervait encore plus. Donc, tout ce que je savais, moi, que j'ai appris au Canada, en Hollande, où je suis allée aussi... Mais pourquoi au Canada et aux Pays-Bas, ils savent mieux ? Alors, je n'ai jamais trouvé la réelle réponse. Je pense qu'on a pris beaucoup de retard dans l'autisme parce qu'on est un pays qui a été pétri de psychanalyse et on a d'abord pensé que c'était un problème entre la mère et l'enfant. Donc, les médecins, enfin les spécialistes, s'intéressaient au rapport entre la mère et l'enfant. Oui, et c'est pour ça qu'on disait que c'était la mère qui était incapable, qui n'avait pas su s'occuper de son fils. Et donc, il s'abstenait, il se fermait au monde. Ça a fait un mal épouvantable à des tas de personnes autistes et à leur mère, et donc à des couples, des familles. Ça a été une horreur. Mais ça fait longtemps qu'on est revenu sur cette idée. Enfin, quand je dis longtemps, c'est une dizaine d'années. Donc ça nous a fait prendre beaucoup de retard. Et on est comme... Je ne sais pas si les autres pays font pareil. Il y a un truc... une façon de fonctionner que je trouve insupportable, c'est qu'avant de prendre et de s'approprier ce qui marche à l'étranger, on veut d'abord essayer, tester, chercher soi-même, et ça fait perdre encore plus de temps. Et moi, j'ai vu l'efficacité de certaines choses qui avaient beaucoup d'années d'antériorité à l'étranger. J'ai un document à vous proposer, Églantine Émeillé. Je vais le mettre entre vos mains et je vais le décrire pour les gens qui nous écoutent. Un document délivré par nos partenaires, les Archives nationales. Il s'agit d'un extrait du discours de Simone Veil lors du colloque « L'autisme, de la biologie à la clinique » qui s'est tenu les 7 et 8 avril 1995. Elle y annonçait alors un plan d'action sur 5 ans élaboré région par région. Je la cite, « Il devra prévoir la mise en œuvre d'un programme portant à la fois sur le diagnostic précoce et sur des prises en charge adaptées aux différentes classes d'âge concernées, en tenant compte du libre choix des familles. Et j'insiste sur ce point, disait-elle alors, les prises en charge auront à la fois une composante pédagogique, éducative et thérapeutique. » Elle avait tout compris. On était en 95 à ce moment-là. C'est dingue. C'est dingue. Je ne sais pas comment elle a été à ce point bien informée sur les besoins qu'on avait. Mais ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a une loi qui est passée depuis, la loi du 11 février 2005, qui autorise justement l'inclusion totale de ces enfants. Les adultes aussi ont droit, toute personne handicapée a droit à une instruction, à l'accès au travail. En fait, est considéré comme un citoyen à part entière. Mais aujourd'hui encore, quand j'entends ce que vous venez de dire, que les parents aussi ont le choix de l'éducation de leur enfant. J'ai encore eu un rendez-vous juste avant les fêtes avec une maison départementale des personnes handicapées qui refusait à des parents leur prise en charge, la prise en charge qu'ils leur demandaient. Et moi, je suis allée en rendez-vous et j'ai dit, mais il y a la loi, vous n'avez pas le droit de leur refuser.
Et leur réponse a été, très bien, ils choisissent ce qu'ils veulent, mais rien ne m'oblige à le leur financer. Et là, je n'ai pas de réponse à ça. Je ne suis pas responsable des finances de la MDPH et je ne peux pas les obliger, effectivement, à financer la prise en charge que demandent leurs parents. L'autisme et votre fils, vous y avez consacré plusieurs œuvres. Le documentaire Mon fils, un si long combat, qui a été un vrai film coup de poing, diffusé en 2014. Il y a eu le livre Le voleur de brosse à dents, l'ouvrage Tout est mots dans ma tête, et puis le documentaire Samy et les anges de Timone, film où vous rendez hommage aux soignants qui ont accompagné votre fils jusqu'au bout. Aujourd'hui, vous êtes toujours cette présidente de l'association Un pas vers la vie. Pourquoi vous le continuez, ce combat ? Je me suis posé la question très brièvement. En fait, au tout début, je me demandais si j'aurais l'énergie et le courage de voir encore d'autres enfants et leurs parents et leur détresse qui risquaient trop de me ramener à Samy. Et puis, en fait, il y avait d'abord un vide monumental et puis j'aurais trouvé ça injuste vis-à-vis de toutes ces familles que j'ai soutenues. Il y en a beaucoup avec qui je suis en contact direct et je connais la douleur et en fait le besoin est tellement énorme que je ne me voyais pas lâcher l'affaire et abandonner tout le monde en fait. Et peut-être aussi qu'il y a chez moi une forme de besoin d'hyperactivité pour compenser, parce que je me suis d'ailleurs jetée dans plein d'activités juste après. Mais il y a beaucoup de choses en fait qui justifient ça. Il y a des mamans que je connais depuis des années. Le lien est très fort. Je connais leurs enfants, ils ont grandi. J'en rencontre d'autres, des tout petits que je vois, où je me dis, il y a tellement de choses à faire. Voilà, vous êtes devant confrontés, vous ne pouvez pas leur dire. Et puis grâce à votre notoriété, vous braquez les projecteurs aussi sur l'autisme et le lourd handicap. Et j'imagine que ces familles en ont besoin. Ces familles en ont besoin et en même temps, ce rôle-là n'est pas toujours facile. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens touchés par l'autisme qui m'ont reproché ce rôle que j'avais pris. Simplement parce qu'à un moment, le diagnostic de l'autisme, il est toujours très difficile à poser. Et que moi, on me disait, mais ton fils, il a bien autre chose, il est plus handicapé. Oui, mon fils était polyhandicapé. Mais dans polyhandicapé, il y a plusieurs handicaps et il y avait aussi l'autisme sévère. Et aujourd'hui, je me demande parfois si on ne me reproche pas de prendre la parole alors que je ne suis plus concernée à 100%. Pourquoi vous vous demandez ça ? Parce que comme on m'a accusé déjà d'avoir pris la parole parfois à mauvais escient, je peux me poser la question de cette légitimité-là. Après, si d'autres personnes veulent prendre ma position, je leur donne volontiers et je me mettrai en arrière. Et voilà, je le fais parce que c'est vrai que mon métier me donne l'opportunité de parler et qu'il est hors de question qu'on laisse dans le silence toutes ces familles. C'est une association qui est uniquement financée par des fonds privés, c'est ça ? Comment ça fonctionne ? Pas d'argent public du tout ? Non, pas d'argent public. On l'avait fait à une époque, au tout début. La première école que j'ai créée était devenue publique. D'accord. Mais on s'est confronté à beaucoup de difficultés administratives absurdes qui faisaient que certains enfants étaient retirés de l'école qu'on avait créée au départ. Et c'est des choses toutes bêtes que je comprends au départ, mais quand vous avez des locaux et que vous avez une porte, il manque 5 cm pour faire passer des enfants handicapés suivant les règles, eh ben on vous ferme un espace entier de 80 mètres carrés. Voilà, et c'est des tas de choses comme ça. Il y avait des règles, il fallait que les enfants rentrent tous exactement à la même heure. Moi, si un enfant ne supportait pas de rentrer avec les autres, je demandais à son éducatrice de l'accueillir dehors et de lui faire un petit tour. En fait, il faut rentrer dans les clous, il faut respecter toutes les règles. Et c'est vrai que je prends le parti d'assouplir beaucoup de choses pour qu'on fasse en fonction de l'enfant et de ses besoins. Avec cette association Un pas vers la vie, vous créez donc des écoles adaptées aux enfants lourdement handicapés. Aujourd'hui, vous prenez en charge combien d'enfants ? On en a 91 depuis la... 91 enfants qui sont pris en charge dans vos écoles. C'est quoi le modèle de l'école ? Alors, on adore parce qu'on a fini avec les années par améliorer le système. En fait, on trouve des locaux. Là, en ce moment, la dernière école qu'on a ouverte, elle est à Saint-Maur. On a une petite maison qu'on a trouvée, donc il y a un bout de jardin, ça c'est génial. Je recrute des éducatrices qu'on forme nous-mêmes. On a des psychologues, évidemment, qui vont superviser les programmes et on adapte chaque programme à chaque enfant. Mais en fait, les enfants, ils viennent là. On appelle ça une école. C'est officieux, eux, ça leur donne l'idée qu'ils font comme tout le monde. Ils vont à l'école, ils sont hyper contents, ils ont un frère ou une sœur qui part à l'école, ils vont dans leur école. Mais on ne leur apprend pas à lire, à écrire pour l'essentiel, on leur donne un moyen de communication, parce que c'est ce qui crée beaucoup de crises chez un enfant autiste. On n'a que des enfants autistes assez sévères qu'on accueille. Donc en général, ils ne parlent pas. Ceux qui sont rejetés de partout d'ailleurs. Exactement. Donc ils ne parlent pas, ils arrivent souvent très agités, beaucoup de troubles. On leur donne un moyen de communication, par oral, par image ou par signe. Et puis on les fait jouer
pour leur apprendre à travers tous les jeux qu'ils aiment eux. On leur apprend à répondre à une consigne, à demander, à faire confiance en l'adulte. Et puis après, on les met... Alors, on a des personnes plus âgées maintenant. On leur apprend à faire un peu de potager, à vendre. On vend des légumes et des fruits au voisinage. Voilà. En fait, on s'adapte vraiment à chacun. Mais vous avez un discours assez à contre-courant sur l'école inclusive, par exemple. Il y a beaucoup de familles qui rêveraient que leur enfant, même lourdement handicapé, après tout, ait droit au même enseignement que les autres. Dans l'absolu, je suis pour à fond. Ce que je regrette, c'est qu'on soit parti sur l'idée que tous les enfants, quels qu'ils soient, devaient aller à l'école inclusive. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On ne crée plus de place pour les enfants les plus sévèrement touchés. D'accord. Ça veut dire que ces enfants-là, finalement, comme ils ne vont pas à l'école, parce que c'est trop difficile, et pour eux, c'est même pas utile, parce qu'un enfant autiste, il est perturbé toute la journée, agressé par le bruit, l'environnement. Vous imaginez dans une école comme ça bouge, c'est très dur pour un enfant autiste. Donc pour les plus sévères, ça sera contre-productif. Du coup, on ne crée plus de place pour eux. Et ça, je pense que c'est une erreur. Moi, je suis pour l'inclusion, à condition que ce soit bénéfique pour tout le monde. En revanche, je serais hyper pour qu'on ouvre aussi la cantine, la cour de récré, pour tous les autres qui ne peuvent pas y aller, mais qui, quand même, bien accompagnés, pourraient être heureux de passer une demi-heure avec un enfant normal, entre guillemets. Ils pourraient échanger, ils peuvent jouer au ballon ensemble. Enfin, ce serait génial. Partager le repas ensemble. Mais une journée entière d'école ou une demi-journée d'école... C'est intenable. Mais vous ne pouvez pas demander à un enfant autiste atteint sévèrement d'être assis sur une table sans déranger les autres et à écouter des maths, des français, des choses qu'il ne va pas comprendre. Ça n'a pas de sens. Quel bilan vous faites de toutes ces années de combat? Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il est positif, que vous avez fait avancer des choses ou que c'est encore trop lent? C'est trop lent, mais je trouve que c'est positif. Moi, je me souviens au tout début, quand je sortais dehors avec mon fils, j'avais beaucoup de regards, d'incompréhension, un peu agressif sur le mode, elle ne sait pas s'y prendre avec son fils, mais elle est nulle, qu'elle le fasse taire. Enfin, c'était pas facile. Rentrer dans un café, parce que mon aîné avait envie de goûter et absolument de prendre un chocolat chaud et un croissant quelque part, c'était une galère. Je trouve qu'aujourd'hui, quand on se promène avec un enfant handicapé, le regard n'est plus le même. Et même les dernières années avec Samy, je pouvais aller à l'aéroport avec lui et s'il faisait tomber mon sac ou se jeter en arrière, quelqu'un arrivait tout de suite. Donc je trouve que la société a quand même plus vite progressé que les institutions. Ah oui. Oui. Je trouve que les gens aujourd'hui, dans la rue, vous leur demandez « Avez-vous entendu parler de handicap ?» et « Avez-vous entendu parler d'autisme ?» Je crois qu'aujourd'hui, globalement, ils en ont une idée, plus ou moins vague, mais ils savent. Il y a 15 ans, personne ne savait. Les personnes handicapées, on ne les voyait pas. C'était quelque chose qui arrivait qu'aux autres. Dans cette émission, Églantine Émeillé, on aime bien s'intéresser au parcours et aux origines de notre invité. Je vais le faire aussi avec vous. Vous êtes née à Toulouse, mais vous avez beaucoup bougé avec votre famille au gré des affectations de votre père, haut fonctionnaire, par ailleurs écrivain, comme votre mère, journaliste et écrivaine. Alors le raccourci est peut-être un peu rapide, mais ce besoin d'écrire, d'exprimer, de faire des documentaires, d'écrire des livres, est-ce que ça vous vient aussi de là, de vos parents ? Sûrement, parce que ma mère a toujours eu besoin d'écrire. Et même en famille, quand il y a un conflit ou quoi que ce soit, elle règle ça par écrit. Elle va vous envoyer une longue lettre où elle s'épanche et tout ça. Alors peut-être qu'il y a de ça, oui. Mes parents nous ont toujours plongés dans les livres, ont toujours beaucoup parlé livres. Je les ai toujours vus écrire, même au milieu de la nuit. Mon père écrivait dans sa salle de bain sur une chaise longue pour réveiller personne. Il y a effectivement un usage du mot assez familial. Donc je pense que oui, sans doute. Vous avez eu ce besoin-là, vous ? J'ai eu ce besoin avec beaucoup de gêne. D'ailleurs, j'avais peur que mes parents estiment le résultat pas à la hauteur. Et alors ? Écoutez, ils m'ont fait que des compliments, mais après, je suis leur fille. Est-ce qu'ils ont osé me dire la vérité ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez grandi aussi en Nouvelle-Calédonie jusqu'à vos 6 ans et vous aviez 2 nounous. Moi, j'ai découvert Alice et Meillet, et que votre nom d'artiste, Émeillé, vient de là. Votre nom d'origine, c'est pas du tout Émeillé. Pas du tout. Incroyable. Non, en fait, je m'étais dit, j'ai commencé Miss Météo, faut le savoir quand même, hein, donc c'est pas facile. Et j'avais des frères et sœurs qui étaient encore au lycée, et je me suis dit, là, les pauvres, si on leur parle de leur sœur qui a fait une bourde à la météo et qui est juste Miss Météo toute la journée, ils vont prendre cher. Donc je voulais un pseudo. Et je m'étais dit, tiens, je vais me faire appeler Alice Émeillé, comme ça elles sauront toutes les deux qu'elles sont là. Mais j'avais du mal à répondre à un autre prénom que moi. Donc j'ai dit, Alice, je garde le « et » devant, et je fais Émeillé, comme ça tu sauras que tu es toujours là. À l'allure de celle que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à la petite fille que vous étiez ? Qu'est-ce que vous lui diriez avant qu'elle ne se lance dans la vie ? Je lui dirais, ne prends pas trop de décisions fermes, la vie est pleine de surprises. Ça ne sera pas toujours facile, mais tiens le coup
parce que ça en vaut la peine. Comment le mannequinat arrive dans votre vie ? Par hasard. Par hasard, ma sœur, à 16 ans, je pense, avait répondu à une annonce d'un journal. Elle avait envoyé sa photo, elle avait répondu. Il y avait une sorte de petit concours et on habitait en province. C'était à Paris, elle ne voulait pas y aller toute seule. Donc elle m'a demandé de l'accompagner. C'est vous qui avez gagné. Et c'est moi qui ai gagné. Ça a créé... J'étais dans le coin en train de réviser une leçon d'histoire géo et on est venu me chercher et voilà. Est-ce que ce monde du mannequinat, de la télévision, ce monde du showbiz vous a paru superficiel quand est né Samy et que vous avez été confronté tout d'un coup à quelque chose de beaucoup plus... Pas du tout en fait. Ah ouais ? Non, c'est pas la première fois qu'on me pose la question. Il y a un côté superficiel dans ce qu'on fait, mais les gens avec qui on le fait ne le sont jamais finalement. Et puis, on peut animer des émissions de divertissement, tout ce que vous voulez. Oui, il y a beaucoup de parts de superficialité, mais je pense que tout le monde joue à un jeu. Mais moi, je n'ai eu affaire... Au début, j'avais beaucoup de pudeur. Et puis, petit à petit, les gens avec qui je travaillais, je me livrais. Parfois aussi, j'avais pas le choix. J'étais en train de tourner une émission, et puis on m'appelait. Samy était en train de faire n'importe quoi. Enfin, il fallait que je cours à la maison. Il m'est arrivé de demander en plein tournage, excusez-moi, il faut que je fasse un saut à la maison et je reviens. Je n'avais que des regards compatissants, gentils, aidants. J'ai jamais eu l'impression d'avoir affaire à un monde à ce moment-là superficiel. Au contraire, je n'ai eu que des regards encourageants et aidants. Et ça n'a pas freiné votre carrière ? Si, inévitablement. Ah ouais ? Inévitablement parce qu'il y a eu de longues années pendant lesquelles, honnêtement, j'ai jamais dormi plus de 3 heures d'affilée. Donc je pense que j'étais pas très brillante intellectuellement et qu'en conférence de rédaction, peut-être que je disais pas grand-chose. Ouais. Et puis c'est un métier où il faut quand même être assidu aussi auprès des décideurs. J'avais vraiment autre chose à faire. J'ai des photos à vous proposer, Glantine Émeillé. Ça fait partie des rituels de cette émission. La première photo que je voudrais vous montrer est celle-ci. Il s'agit de Francis Perrin, acteur et metteur en scène. Vous avez joué dans plusieurs de ses pièces parce que vous êtes aussi comédienne. Il a un fils autiste, diagnostiqué à l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, il lui arrive de monter sur scène avec son fils. C'est une initiative formidable, ça ? Ah, c'est génial. C'est formidable parce que son fils a bien de la chance de pouvoir faire ça. Je pense que pour lui, ça a dû être à la fois quelque chose, une épreuve, un défi qu'il a dû se lancer. Parce que pour un autiste, se mettre sur scène, apprendre un texte, le dire et supporter le regard des autres, le bruit, c'est énorme. Mais vous savez que Francis Perrin, ça a été mon tout premier contact avec l'autisme. Ah oui ? Oui, on a joué une pièce ensemble. J'étais enceinte de Samy et on a rejoué ensemble. Je découvrais, j'étais dans les affres de l'angoisse de mon fils. Et un jour, j'étais là après une répétition, je devais filer chez un pédiatre et j'avais demandé si je pouvais emmener mon bébé. Et Francis l'a vu et j'ai vu Francis devenir blême. Et j'étais en plein questionnement. Et je l'ai vu, j'ai dit qu'est-ce qui se passe ? Et Francis était super emmerdé. Il m'a dit écoute, je peux rien te dire, mais il faut vraiment que tu ailles consulter. Il savait que je m'inquiétais. Il me dit ton fils me fait penser au mien, mais je peux pas me lancer dans ça, mais voilà. Et ça a été mon tout premier interlocuteur. Il avait senti avant les autres, avant même les médecins. Oui. Une deuxième photo, Glantine Émeillé, il s'agit de Sophie Cluzel, ancienne secrétaire d'État chargée du handicap, très concernée et impliquée. Elle a elle-même une fille handicapée, atteinte de trisomie 21. Depuis Sophie Cluzel, depuis 2022, il y a eu 4 ministres en charge du handicap. La succession de ministres, c'est un problème Alors, je connaissais très bien Sophie Cluzel, comme je connaissais la précédente, parce qu'évidemment, avec mon rôle de présidente, j'ai des besoins et que je vais un peu harceler au ministère. Je vous avoue que j'ai arrêté d'essayer de prendre contact avec ces ministres parce que c'est une telle valse que c'est long d'avoir déjà un accès à eux, d'établir une relation de confiance, de leur montrer ce que vous faites pour ensuite qu'ils aient confiance en vous et qu'ils acceptent certaines de vos demandes. Là, pour que ça change au bout de 2 mois, c'est pas la peine. Vous savez qui est la ministre chargée du handicap aujourd'hui ? Charlotte Parmentier-Lecomte. Bravo, je croyais que j'allais vous l'apprendre, mais vous le savez. J'ai une dernière photo, il s'agit de Dominique Farrugia, acteur et producteur. Il souffre d'une sclérose en plaques depuis des années. Lors de la Journée internationale des personnes en situation de handicap, il a poussé un coup de gueule. Il exprime sa colère face à l'inaction politique, notamment sur la question de l'accessibilité des fauteuils roulants dans les rues et dans la vie de tous les jours, sur les trottoirs, dans les transports, et pas que aux personnes atteintes de handicap, aux parents qui ont des poussettes ou aux personnes âgées. Vous l'avez ressenti, cette colère, ce qu'il ressent et qu'il exprime ? Non, parce que je ne suis pas d'une nature colérique. Mais en revanche, une forme de détresse et d'injustice énorme.
Vous me citiez, c'est vrai que quand je me retrouvais à prendre le métro, parce que j'ai pas toujours une voiture dans Paris et qu'il faut bien se déplacer, prendre le métro avec une poussette ou un fauteuil roulant, c'est un enfer. C'est pas adapté. À un moment, je passais, quand j'étais seule avec mes 2 fils, j'ai eu de longues années où on n'était que tous les 3. J'avais une sœur qui habitait Montpellier. C'était pour moi un souffle d'aller la voir. Je savais qu'elle allait m'aider avec mes enfants, de passer un week-end là-bas. Mais combien de fois j'ai raté mes trains parce que l'ascenseur de la SNCF de la gare de Lyon ne marche jamais. Et je n'avais aucune solution pour rejoindre le quai. Enfin, c'est un enfer. Ça paraît dérisoire, mais même oui, ça paraît tout bête. Ça peut foutre la vie en l'air. Complètement. Et puis, autant vous dire qu'avec un enfant autiste, quand il y a un moment d'attente dans un endroit bruyant, là, vous êtes en plein cauchemar. C'est que il faut prévoir tout avec l'autisme. Il faut leur montrer ce qui va se passer, leur expliquer le temps. Et quand il y a quelque chose qui ruine le fil qui est prévu, là, vous êtes en plein cauchemar. J'ai une dernière question qui est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes, Églantine Émeillé. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. Il y a ici la sagesse, la prudence, la justice et derrière moi, l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle particulièrement, qui vous caractérise peut-être ? Toutes me parlent évidemment. C'est difficile votre question. La sagesse, la prudence. Alors la sagesse, je pense que j'ai encore quelques années avant de l'atteindre réellement. L'éloquence, j'espère l'avoir parce qu'il faut que je sois convaincante et c'est notre métier. La justice, il y a beaucoup de travail. Si on est honnête, on est encore dans un monde d'injustice sur tellement de choses. Et la prudence, je pense que c'est sans doute celle qui me caractérise le mieux. Je suis, comme tout le monde, je suis un personnage complexe. Je peux être totalement casse-cou, imprudente dans plein de dossiers. Il y a des moments quand je ne sais pas prendre de décision, je me dis tant pis, je fonce et puis on verra bien. Mais en revanche, il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels je prends énormément le temps de la réflexion. Je suis prudente dans mon travail. Jamais de ma vie, j'ai fait une émission ou une interview sans avoir travaillé tout potassé à fond. J'en vois d'autres qui sont beaucoup plus à l'aise et qui improvisent et ça passe très très bien. Non, moi, si je ne maîtrise pas le sujet, je ne serai pas détendue. Donc la prudence. C'est très rare, et tant mieux que vous l'ayez choisi. Merci. Merci beaucoup, Églantine Émeillé, d'avoir été notre invitée dans Un Monde à Regard. Merci beaucoup de m'avoir accueillie. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émission à retrouver en replay sur notre plateforme publicsena.fr ainsi qu'en podcast maintenant. À très vite. Merci. Voir ou revoir votre programme sur publicsena.fr. Tout de suite sur Public Sénat. aki mindig győztes. Stalinkinél nincs erősebb. Nous étions tombés si bas, politiquement et socialement, ça ne pouvait pas être pire. Hélas, on se trompait complètement. Aucun autre dirigeant de mon pays n'a eu le droit à une telle glorification. Pendant la guerre froide, il y avait deux camps. Il fallait se battre pour le socialisme soviétique et contre l'impérialisme. Tous ceux qui ne suivent pas à la lettre sa ligne politique sont suspects. Les gens se sont résignés. Il fallait faire ce qu'on vous ordonnait de faire. Il y a trois sortes de gens. Ceux qui ont été en prison, ceux qui sont en prison et ceux qui attendent d'aller en prison. Rideau de fer, l'occupation soviétique, le règne de Staline. Le deuxième épisode de votre série documentaire, vendredi à 22h sur Public Sénat et sur publicsena.fr. Pourvu que ça dure, c'est l'émission qui rend l'écho responsable. Cette semaine, on se demande pourquoi les Français peinent à retrouver le chemin des magasins. Alors que l'inflation a nettement ralenti et que le pouvoir d'achat augmente, la consommation des ménages se maintient à un niveau beaucoup plus faible qu'avant la crise sanitaire. Alors comment expliquer ce décrochage? Comment relancer la consommation en France? La seconde main et la réparabilité des objets sont-elles des solutions vertueuses? Réponse avec Enrique Martinez, le patron de Fnac Darty. Pourvu que ça dure, vendredi à 18h sur Public Sénat et sur publicsena.fr.
Bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Au bonheur des livres. Chaque semaine, vous le savez, nous essayons tout simplement de vous donner envie de lire, mais aussi de découvrir ou de mieux connaître les auteurs. Alors avec nous, 2 romanciers dont on n'a pas pu lâcher les livres, tant leurs héroïnes respectives, sont attachantes, mystérieuses, marquées dans leur corps aussi par la violence des hommes la plupart du temps, et animées par un désir l'une et l'autre de vengeance. 2 très beaux personnages de fiction. Et je le souligne parce que ce n'est pas toujours fréquent en cette rentrée littéraire où l'autofiction est très présente, passionnante, mais très présente. La première romancière est Adélaïde de Clermont-Tonnerre, qui signe « Je voulais vivre » chez Grasset, un livre formidable qui d'ailleurs est déjà dans la première liste du prix Renaudot, dans bien d'autres aussi. Et puis le second, c'est Joseph Incardona, qui publie Le Monde est fatigué chez Finitude et qui vient lui d'obtenir le prix des 2 Magots et qui est dans la liste du Fémina aussi, il faut bien le souligner. Joseph Incardona, derrière ce très joli titre, un peu énigmatique, dont on va évidemment parler en détail, apparaît votre héroïne. Elle s'appelle Ève, elle joue les sirènes avec une sorte de queue en silicone, mais qui s'avère aussi, cette Ève, avoir subi une épreuve, un terrible accident qui l'a mutilée et qui va l'amener donc à jouer ce rôle un peu bizarre à travers le monde. Et aussi d'ailleurs, elle va être, je le disais, poussée par évidemment un désir de vengeance contre ce quasi-meurtrier qui l'a laissé handicapé. L'écriture, elle est tenue, il y a beaucoup de lucidité, d'humour et d'émotion. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, je rappelle que vous êtes romancière, diplômée de Normal Sup, oui, genre je précise Saint-Cloud pour ceux qui sont un petit peu précis. Fontenay-Saint-Cloud. C'est pas mal. Journaliste, directrice actuellement de la rédaction de Point de Vue. Et votre livre, Le Dernier des Nôtres, avait reçu en 2016 le Grand Prix de l'Académie française. Donc ce 4e roman, c'est le 4e roman, oui, chère Adélaïde, Je voulais vivre. Alors j'allais dire qu'il témoigne de votre goût pour l'histoire, mais d'ailleurs nous, on en était très heureux quand on l'a lu. Ce goût pour les personnages romanesques, pour les héroïnes qui nous emportent, et c'est le cas de cette personnalité forte, hors du commun. Vous avez voulu, d'une certaine façon, donc réhabiliter ce personnage incroyable qui est Milady de Winter, qu'on a bien sûr découvert dans les romans d'Alexandre Dumas. Comment vous êtes autorisée, j'allais dire, à aller sur la piste d'un personnage de fiction ? Alors j'ai eu un moment de vertige parce que j'aime passionnément Dumas, mais c'est vrai que ce livre, il naît un peu d'un double mouvement. Cet amour pour la littérature romanesque avec du souffle qui nous embarque vers d'autres lieux et d'autres temps au galop. Et évidemment, une sorte de honte rétrospective, parce que j'ai lu et relu et encore relu ce texte sans jamais avoir un mouvement d'empathie pour Milady. Pour moi, c'était la criminelle, l'empoisonneuse, magnifiquement belle, mais évidemment, elle méritait bien ce qui lui arrivait. On ne l'aimait pas beaucoup, c'est vrai. Non, on ne l'aimait pas. Et ça m'a pris des années, et c'est peut-être au fond un parcours de femme. Il m'a fallu 30 ans pour tout à coup, un jour, être absolument frappée d'évidence et me dire que le traitement qu'on lui fait subir est en fait une terrible injustice. Oui, vous pourriez partager ce sentiment, Joseph ? Absolument. Je trouve très courageux, je trouve très intelligent de prendre un personnage de fiction pour le réhabiliter. Oui. Et ça demande aussi une grande connaissance de l'œuvre antérieure. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'assez rare. Enfin, c'est la première fois que je vois une réécriture ou une para-écriture sur un classique comme ça. Ouais. Et qui a donc nécessité, évidemment, sans doute des recherches, parce qu'il faut comprendre pourquoi cette intrigante, enfin celle qui nous apparaît à l'époque comme intrigante, empoisonneuse, maléfique, pourquoi vous êtes allé amener à, j'allais dire, la défendre. Est-ce que vous avez senti tout d'un coup qu'elle avait souffert dans sa vie et que c'était ça qui allait la réhabiliter ? En fait, quand on regarde les faits, c'est-à-dire quand on s'abstrait de la merveilleuse capacité d'illusion de Dumas, les faits sont têtus. Elle meurt à 25 ans dans des conditions atroces, jugée par des hommes en dehors de toute justice. Elle est marquée au fer rouge en dehors de toute justice. Elle est victime d'une première tentative de féminicide et elle est, d'une certaine manière, abusée aussi dans sa relation avec D'Artagnan. Donc, quand on ouvre les yeux,
les faits sont là, et d'une certaine manière, c'est un cold case que je rouvre, un très très vieux cold case, celui de Milady, en me disant, mais je vais convoquer différents points de vue. Son ami d'enfance, un d'Artagnan vieillissant, parce que j'aime tellement ce personnage que je voulais qu'il puisse porter finalement le poids d'une vie qui fait qu'il va avoir des doutes quelques instants avant sa mort au siège de Maastricht. Il se confie à son jeune lieutenant, et il est capable, parce que c'est un homme très courageux, de se dire, au fond, est-ce que j'ai été du bon côté de l'histoire? Donc je recrée un procès dont le lecteur pourra trancher finalement la décision finale. Oui, parce qu'on a tous en mémoire ces livres. On avait pris, bien sûr, on fait écho pour d'Artagnan, Athos, etc. C'est vrai qu'elle, on l'avait, évidemment, elle nous fascinait, mais on l'avait un peu mise de côté. On découvre donc, c'est ce que vous dites, toutes les épreuves qu'elle va traverser. Et d'abord, donc, dans ce siècle de Richelieu et de Louis XIII, une petite Anne qui va assister au viol et à la mort de sa mère. Et c'est ce qui va fonder, bien sûr, ce qui va la marquer dans sa vie et dans son cœur. C'est une petite fille très vive, assoiffée de connaissances, avec beaucoup de capacités, et elle est évidemment dévorée par le thème dumasien s'il en est, le désir de vengeance. Et ça, c'est aussi un pont avec Ève, l'héroïne de Joseph, qui a aussi un dévorant désir de vengeance. Et j'ai trouvé ça très beau, en fait, d'aller expliquer comment on devient la grande méchante de la littérature. Dumas a créé ce personnage qui est une des premières femmes fortes, finalement, intelligente, puissante, elle a marqué des générations. Mais comment devient-elle cette terrible femme fatale qui fait fantasmer et effraie des générations de petits-enfants? Mais moi, il y a une chose que je trouve très touchante, c'est votre postface où vous vous adressez à Dumas en lui disant, mais au fond, on sent que vous l'aimez, cette héroïne. Pourquoi vous ne l'avez pas réhabilitée? C'est très touchant, et moi, j'adore ce jeu un peu à la Borges, où on est dans un jeu de miroir, comme ça, on est dans une spirale, et puis la fiction qui s'intègre dans la réalité, qui redevient fiction. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très brillant. Oui. Donc vous supposiez qu'il l'aimait bien, son héroïne. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que Dumas lui-même change de position et de point de vue sur elle. Dans Les Trois Mousquetaires, elle est légitimement punie. Bon, à 25 ans, il l'exécute, et voilà. Et au fil des œuvres postérieures, il revient. Et quand son fils, le fils de Milady, parce qu'on oublie qu'elle est mère, Milady, fils de Milady Mordaunt vient pour la venger, cette fameuse punition devient potentiellement un crime. Et à la fin, dans la pièce de théâtre qu'il écrit, qui s'appelle La jeunesse des mousquetaires, c'est une certitude, finalement, que ce procès a été problématique et a été expéditif. Donc Dumas lui-même, en fait, au fil de sa vie, a un peu évolué sur sa propre héroïne, et je me suis sentie, du coup, l'autorisation de poursuivre ce qu'il avait esquissé. Parce que vous l'avez souligné, c'est peut-être le plus grand féminicide de toute la littérature que l'on lit, enfin, auquel on assiste dans ces romans. Mais c'est fascinant, parce que vous me l'avez dit, on a discuté un instant juste avant de commencer cette émission, que vous aussi, vous aviez été très amoureuse d'Athos. Bien sûr, moi aussi. C'est mon héros. Voilà, il est brun, ténébreux, noble, absolument magnifique. Et on se rend compte qu'il l'a épousée et que... Voilà, il pense avoir épousé une jeune fille pure, toujours cette idée, moi, qui me hante, de la pureté, de la sainteté et malheureusement de la prostituée, de la femme perdue. Il pense avoir épousé une jeune fille pure, il découvre sa marque, il en déduit qu'elle n'est pas pure, et sans lui donner un instant la possibilité de s'expliquer, il la met à nu et il la pend. C'est d'une violence inouïe, sauf que dans Dumas, c'est raconté par Athos, qui le dit à d'Artagnan, donc c'est un peu effacé, la violence est atténuée. Moi, je donne cette scène à voir, donc je respecte absolument l'histoire de Dumas, mais simplement en la donnant à voir, eh bien, on prend en compte l'extraordinaire violence de cette réaction. Bien sûr. Ce qui est évidemment très beau, c'est que d'une certaine façon, c'est une héroïne de toujours, cette Milady d'aujourd'hui aussi. On pourrait tout à fait transposer. On parle évidemment beaucoup de violences faites aux femmes, mais elle est victime de la violence des hommes, naturellement. Et c'est une femme libre, et c'est ce que vous disiez. Elle se dit mère, très important, mais libre. Et c'est ce qui explique le titre.